5 sur 7 matin, bienvenue dans le débat matinal, bienvenue dans le forum de discussion. Il y a eu des débats, des amendements, des réajustements et au final, un peu moins de 3200 milliards. Très exactement, 3199,274 milliards de francs CFA. C'est le montant qui a été voté par la totalité des 82 députés de la majorité présidentielle. 27 des 28 députés du parti d'opposition, les démocrates, ont voté contre. Léon Basile Arrossi s'est senti désolidariser lui de ce mouvement collectif des députés du parti de Boniaï. Quels enseignements tirer du vote de ce budget à vocation sociale et quelles analyses faire des postures des uns et des autres? Eh bien, nous faisons le débat. Et puis, le Niger ne s'est pas encore tiré d'affaire. C'est le moins qu'on puisse dire à l'issue de ce sommet de la CEDEAO réuni donc hier à Abuja. L'institution a annoncé maintenir ses sanctions à l'encontre du pays, mais en conditionnant leur allègement à une transition courte avant un retour des civils au pouvoir. Une commission de représentants du Bénin, du Togo et de la Sierra Leone discutera avec les militaires nigériens des progrès réalisés avant un éventuel assouplissement des sanctions. C'est ce qu'a précisé le président de la commission de la CEDEAO, Oumar Touré. On en discute avec autour de la table les habituels francs-parleurs du lundi, Francis Elojatale. Bonjour et bienvenue. Bonjour Emmanuel. Comment allez-vous? Je vais très bien. Mais un plaisir de vous retrouver par ici. En face, Dr Paul-Marie Ouessou, théoricien de la gouvernance d'État. Bonjour et bienvenue. Bonjour, bonjour Emmanuel. Un plaisir de vous recevoir également sur 5 sur 7 matin. Plaisir partagé. Et on va être rejoint tout à l'heure sur le plateau par Alphonse Moïse Soudé, certainement pris dans les bouchons de Cotonou et qui va nous retrouver dans pas longtemps. Avant, bien évidemment, de revenir en plateau pour installer, évidemment, lancer, j'allais dire même le forum de discussion. On va voir ce reportage de Firmin Bassao en ce qui concerne bien évidemment l'adoption, le vote de la loi de finances exercice 2024. C'était vendredi dernier du côté de l'Assemblée nationale. Dans un hémicycle par moment détendu, Basile Arrossi, deuxième vice-président de l'Assemblée nationale, dirige avec doigté le débat parlementaire. L'enjeu, c'est l'examen et le vote du projet de budget de l'État pour la gestion 2024. Le projet de loi de finances pour la gestion 2024 ressort en hausse de 5,47% par rapport à l'objectif de 2023 pour s'équilibrer en ressources et en charges à la somme de 3 199 milliards 274 millions. Le projet de budget de l'État qu'il porte reste conforme aux orientations du gouvernement, celle d'accroître continuellement la collecte des recettes sans privilégier la création de nouveaux impôts et de renforcer d'année en année l'espace budgétaire en faveur du social et des investissements innovants. Il se caractérise notamment par un taux de croissance du PIB de 6,5% en 2024 contre 6,1% attendu à fin décembre 2023, un déficit budgétaire qui s'établirait à 3,7% du PIB contre 4,3% projeté pour la fin de l'année 2023, un taux d'inflation maîtrisé et un niveau d'allocation de ressources aux actions à sensibilité sociale qui atteindrait 41,9% du budget général. Dans ce budget, on note la prise en compte par le gouvernement de 36 amendements sur les 38 faits par les députés lors des travaux en commission. Il y a aussi des innovations et de nouvelles mesures fiscales. Elles sont constituées de mesures reconduites et de nouvelles mesures. Les mesures reconduites, j'en cite, la dispense de pénalités de retard accordée aux contribuables débiteurs de la taxe foncière unique qui paient l'intégralité de leur dette. L'exonération des droits de douane et de TVA sur les véhicules, à savoir les camions, les autocars, les minibus et voitures de tourisme importées, fabriquées ou vendues en l'état neuf en République du Bénin, etc. Les mesures nouvelles, quant à elles, il y a la dispense de pénalités, par exemple, de retard accordée aux contribuables du secteur informel qui souscrivent spontanément pour la première fois des déclarations en régularisation des affaires réalisées au titre des exercices antérieurs, la suppression de la taxe sur l'exportation des ferrailles et des sous-produits ferreux, et l'extension de l'exonération des droits de douane et de TVA sur les matériels agricoles, aux herbicides et sacs emballages destinés au conditionnement des intrants des produits agricoles,
etc. Le difficile respect du cadrage macroéconomique, l'impact de la fermeture de certaines frontières, la politique de commercialisation du soja, le port autonome de Cotonou, autant d'inquiétudes évoquées lors de la présentation du rapport général produit par la Commission des finances. Soumis au vote, le projet du budget de l'État 2024 recueille 82 voix pour, 27 contre et 0 abstention. Les députés du parti Les Démocrates ont voté contre, à l'exception de Basile Arossi qui a présidé la séance. Voilà donc à l'instant cet élément que nous propose bien sûr Firmin Bessao. Tout de suite, Alphonse, ici il va donc rejoindre sur le plateau. Francis Lelouch, attendez, quels sont vos ressentis, d'accord, au terme de cet examen du budget? On parle de 3199,274 milliards de francs CFA avec une forte propension pour le social. On se souvient déjà qu'en 2022, plus de 1000 milliards de francs CFA avaient été consacrés au secteur du social et pourtant, les populations continuent de crier. Donc je crois que le chef d'État va devoir faire davantage des efforts pour que les canaux de transfert puissent permettre d'atteindre les filets sociaux. Parce que vous savez que le social est un pan important, évidemment, de la politique gouvernementale. Je crois qu'au moment où il prenait fonction, et à l'occasion de sa prestation de serment, le 23 mai 2021, il a mis l'accent sur le hautement social. Et on attendait sa déclinaison. Donc, sa déclinaison peut se lire qu'à travers les différents budgets qui seront votés, parce que le budget, en fait, c'est l'expression chiffrée de la politique gouvernementale. Donc, c'est un instrument important de développement. Et je suis fier de ce que, à la veille de la nouvelle année, on a pu passer au vote du budget dans les conditions que vous aviez constatées. Les conditions sont très bonnes, puisque c'est un président membre de l'opposition, en fait, qui a présidé la plénière. Et il y a eu des débats qui ont été faits de façon consensuelle et qui ont permis de dégager des amendements. Les amendements ont été intégrés. Même certains amendements ont fait l'objet de recherche de fonds pour pouvoir réajuster afin de respecter l'équilibre du budget. Et quand vous voyez, évidemment, ce budget, c'est en deux grandes parties. Il y a les conditions générales, équilibre budgétaire financier, puis il y a les moyens de politique publique. Et quand vous voyez, les articles ont été votés. En fait, la première partie a été lue intégralement, c'est-à-dire du premier article au 34e article, et puis la seconde partie du 35e au 47e article, et le vote a été un vote libre. 82 ont voté en faveur, et il y a eu 27 votes négatifs. Et ces votes négatifs sont l'expression, évidemment, peut-être d'un sentiment de réserve. Parce que pour la plupart des députés de l'opposition, en fait, ils ont compris que ce budget était en fait le leur. Mais il y a des instances du parti qui ont donné des directives à suivre. Vous savez que la discipline du groupe oblige à ce qu'on respecte les directives qui viennent. On va analyser tout à l'heure. Ce qui a fait évidemment que globalement, les députés en sont sortis avec le vote d'un budget de 3199,274 milliards. Donc, c'est un budget qui a été voté et désormais, l'article 47, évidemment, de ce budget dit que ça fait office de loi d'État qui soit exécutée. Absolument. On va analyser tout à l'heure la posture des uns et des autres, mais signalons déjà la présence avec nous donc de Alphonse Moïse-Soulé. Bonjour et bienvenue. Bonjour à vous, bonjour à tous les spectateurs. Je suis désolé pour le retard. Écoutez, vous êtes tout excusé. Allez, docteur Paul-Marie Ouissou, on parle d'un accroissement de 163 milliards comparativement au budget de l'année dernière. L'année dernière, on tournait autour des 3 000 milliards, des 3 000, je pense bien 3 099, 3033 milliards pour l'année dernière. Donc, un accroissement de 163 milliards de francs CFA. Le budget est en constante évolution, on a envie de dire. Oui, excusez-moi, mais oui, le budget est en constante croissance, mais il y a un certain nombre de choses que moi j'ai entendues qui me laissent perplexe parce que ça vient de députés qui ont voté ce budget-là, parce que cette croissance vient sur le dos de la dette.
Et cette croissance vient aussi sur le dos de nouveaux impôts qui se créent. Et on s'emploie depuis 5 ans à dire qu'il n'y a pas de nouveaux impôts, il n'y a pas ceci, mais tout le temps il y a de nouveaux impôts. Je ne sais pas pourquoi, c'est-à-dire, je ne sais pas si c'est... il faut d'abord dire qu'il n'y a pas de nouveaux impôts pour qu'il y ait de nouveaux impôts. Parce que moi, j'ai reçu des impôts que je ne payais pas il y a des années. Je n'ai jamais payé ces impôts, mais je reçois aujourd'hui des choses-là, des factures d'impôts de ce type-là. Et on ne peut pas me dire que c'est des anciens ou d'anciens impôts. Alors, donc, moi, je voudrais qu'on puisse faire accroître notre budget et qu'on puisse aller pousser à ce que des choses se fassent. Mais nous devons être prudents dans ce que nous faisons parce que lorsque nous parlons, par exemple, on a parlé de volet social et puis j'ai entendu dire ici que tout à l'heure, dans l'entretien qui a précédé, que l'État investit dans l'éducation, que l'État ne tire rien de là. Moi, je tombe des nues quand j'entends ça des députés. Non, enfin, il faut resituer le contexte. Ce sont des investissements qui ne génèrent pas des revenus actifs tout de suite, maintenant, Ikenuk. Donc, c'est ce qu'il tente d'exprimer. On peut en tirer des fruits. Non, il a utilisé le mot rien. Enfin, en termes pécuniaires, bien sûr, tout de suite et maintenant, comme si on faisait un investissement dans un secteur porteur pour en tirer des bénéfices. Donc, non, mais écoutez, les investissements de l'État ne sont pas des investissements dans le sens d'obtenir des gains. On investit dans l'agriculture, financiers. On investit dans l'agriculture, c'est pour obtenir des gains. On investit dans l'industrie, c'est pour obtenir des gains, docteur Paul-Marie Wessou. Oui, bien sûr, mais ce que je voudrais dire, un État n'est pas une institution de commerce. Point final. L'État n'est pas une institution de commerce. L'État assure un certain nombre de choses qui permettent à la nation d'aller de l'avant. Investir dans l'éducation. Vous savez, les pays, prenez tous les pays qui sont les premiers au plan mondial en termes de développement. Regardez leur système d'investissement et leur système éducatif et regardez l'investissement qui est fait dans le système éducatif. Et vous verrez que c'est cet investissement qui fait, et d'ailleurs, vous prenez simplement les prix Nobel en physique, en chimie, en ceci, en littérature, en cela qu'on donne au pays. Quel est le pays qui reçoit plus de prix Nobel? C'est les pays qui investissent plus dans l'éducation. Et quand on dit investir dans l'éducation et recevoir les prix Nobel, c'est justement ces théories-là qui font loi à tout le monde dans le monde entier. C'est-à-dire qu'on vient vous dire, voici de l'argent, voici la théorie appliquée. C'est ce qu'on fait. C'est justement ce qu'on fait. Donc on ne peut pas continuer de nous dire que investir dans l'éducation, c'est jeter de l'argent pour rien. Non, du tout. Moi, je crois qu'il faut que les gens cessent de penser comme ça et de dire que l'éducation doit être portée à un niveau. Et moi, je ne pense même pas qu'il y a beaucoup d'investissements dans l'éducation pour le moment. Parce que moi, je suis dedans. Je suis en plein dedans. Vous voyez, prenez simplement un exemple très simple. Le campus d'Abomey-Calavi, pour moi, au Bénin, est le lieu où il y a moins d'Internet sur toute l'étendue du territoire national. Ça dit que la connectivité sur le campus d'Abomey-Calavi est le lieu où c'est très, très, très bas. Quel investissement on a fait là-dedans? Il y a beaucoup de choses. Moi, je ne sais pas si les députés, vraiment, ils savent ce qui se passe dans le pays avant de dire on approuve tel budget, on n'approuve pas tel budget, et aussi de venir intervenir sur ce qu'ils ont voté. Enfin, la vie d'une nation est trop sérieuse pour ce que moi j'entends des uns et des autres. Vous prenez le téléphone, même votre téléphone simplement, au campus d'Abomey-Calavi. Allez-y et essayez. Voir si vous entendez, vous avez une certaine fluidité dans la communication. Donc il y a tellement de problèmes sur les lieux d'éducation que nous avons au Bénin pour qu'on dise qu'on a fait déjà trop d'investissements ou de suffisamment d'investissements dedans et qu'on ne récolte rien de là. Il n'est pas dit, docteur, il faut situer le contexte, d'accord? Ce matin, très tôt, entre 6h20 et 7h, il y a eu ce débat, cette confrontation entre Réginald Koumabi-Affilé de l'Union progressiste Le Renouveau et Habib Ouaroukoubo du parti d'opposition Les Démocrates en ce qui concerne la dette
extérieure et domestique du pays. Dans l'une de ses prises de parole, l'honorable Koumavi Afilé estimait que l'État faisait justement en contractant ses crédits, en levant ses fonds, c'est pour faire un certain nombre d'investissements dans lesquels on ne va forcément pas tirer des bénéfices tout de suite en termes pécuniaires. En l'occurrence, dans le secteur de l'éducation, où l'État va construire des salles de classe, où l'État, avec les cantines scolaires, l'État va généraliser les cantines scolaires, et que ça, ce sont des investissements qui ne rapportent pas des bénéfices, en tout cas du moins pas tout de suite. Donc ce n'est pas comme si il avait affirmé tout de go que les investissements dans l'éducation, c'est voilà, pour pas grand-chose. En tout cas, on va se retourner, j'allais dire, vers Alphonse Maurice Soulier. Alphonse, on parle d'un accroissement de 163 milliards de francs CFA par rapport à 2023. Où est-ce que l'État veut aller mobiliser ses ressources quand on nous explique en tout cas qu'il n'y aura pas de nouveaux impôts qui seront créés, mais qu'on va rester en fait dans la continuité de ce qui se fait déjà. Et d'ailleurs même, on va exonérer bien évidemment certains secteurs de taxes. Où est-ce qu'on veut mobiliser ces 63 milliards supplémentaires? Rassurez-vous, les secteurs dans lesquels on va faire de l'exonération n'arrange pas tous les Béninois. C'est pour une classe sociale bien déterminée. Vous pensez, on parle de la dispense de pénalités de retard accordée aux contribuables du secteur informel qui vont souscrire spontanément pour la première fois des déclarations en régulation des affaires réalisées au titre de l'exercice antérieur. On parle de la suppression de la taxe sur l'exportation de la ferraille et des sous-produits ferreux. On parle de l'extension de l'exonération des droits de douane et de TVA sur les matériels agricoles. Oui, vous me rejoignez. Il y a combien de Béninois qui exportent la ferraille? Il y a combien de Béninois qui achètent le matériel agricole? Si ce n'est que ceux qui ont les moyens, vous et moi, nous ne pouvons pas les acheter parce qu'on n'en a pas les moyens. Mais c'est déjà un effort. J'ai dit, chaque fois qu'on fait exonération, il faut quand même regarder ceux qui en bénéficient. Il faut regarder ceux qui en bénéficient. Je dis, avec ce budget-là, on va davantage pressurer les Béninois. Ouais, on nous dit jamais, on nous a toujours dit, il n'y a pas de nouvelles taxes, il n'y a pas de nouveaux impôts. Mais on n'a jamais publié la liste. Après le vote de la loi des finances, on doit nous dire quand même, dans cette loi-là, voilà les taxes et impôts retenus pour que le Béninois sache ce à quoi il a affaire. C'est quand vous tombez sous le coup de la loi, ou bien quand la période arrive, qu'on vous envoie les factures. Nous, il est censé ignorer la loi. Écoutez, les Béninois doivent lire aussi la loi de finances. Vous savez, c'est ça qui, écoutez, sans faire d'affront aux députés, combien de députés ont lu la loi des finances? Combien de députés? Mais vous pensez qu'ils n'ont pas lu, ils l'ont voté? Combien de députés ont lu la loi des finances? Je dis, ils sont 109. Est-ce que les 109 vont me dire qu'ils ont lu intégralement la loi des finances? Ils ne lisent pas. Les Béninois... Mais comment vous pouvez affirmer, Alphonse, qu'ils ne lisent pas le budget qu'ils ont approuvé eux-mêmes? J'ai toujours dit, si vous voulez, pour les prochaines lois, quand on va finir de voter les lois, envoyez vos caméras, interviewez les 109 députés pour voir s'ils ont effectivement lu les lois. Mais vous émettez des hypothèses. Non, écoutez, il se peut. Est-ce que vous pouvez dire, pour émettre des résultats, je ne ferai aucun affront aux députés pour dire quel est le niveau d'instruction de tous ces députés-là. Lire une loi des finances, ce n'est pas n'importe quelle loi. Mais ils ont des assistants qui sont commis pour... Je dis, il faut que désormais, on dise aux Béninois les nouvelles lois. Parce que plus le budget s'accroît, plus le taux d'endettement s'élève. Mais on ne nous dit pas ça. On ne nous dit pas ça. On dit bon, tout le monde on a 3200 milliards comme budget, tout le monde est content pour dire bon, le Bénin est mis sur les rails du développement. Mais on ne nous dit pas quel est le taux d'endettement chaque fois qu'on augmente le budget. Quelles sont les taxes? Oui, mais c'est connu, le taux d'endettement, c'est connu. Le Bénin tourne aujourd'hui autour de 55%. 54-55%. En 2023, nous étions à 51%. Actuellement, nous sommes à 55%. Donc, c'est pourquoi je dis que chaque fois qu'on augmente le budget, qu'on nous dise au moins que le taux d'endettement, ça croît et que nous allons payer tôt ou tard. Et donc, je dis, il faut faire le point. Moi, l'année dernière, on nous a dit que le budget était hautement social. On a mis un montant élevé. Est-ce que les députés ont cherché à savoir, dans l'exercice finissant, qu'est-ce qui a été fait de ce montant alloué au hautement social? Est-ce que le hautement social a été vraiment assuré? Parce qu'il ne faut pas créer de nouvelles rubriques, y mettre des montants et qu'à la fin, ne puisse pas évaluer. Moi, c'est ça qui me pose problème. Je n'ai rien contre l'État béninois, c'est normal qu'on investisse, mais on veut comprendre les fonds alloués à des rubriques bien précises dans l'ancien budget. Est-ce que ces fonds-là ont été effectivement exploités? Est-ce que les Béninois ont ressenti? Parce que l'éducation, je suis d'accord avec le professeur, c'est grave que au campus d'Abomey-Calavi, là où on forme
les intellectuels, que la connexion ne soit pas disponible. C'est dangereux. Vous allez dans des pays, vous allez à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar, à l'entrée même, vous avez une multitude de connexions. Vous avez une multitude de connexions. Mais chez nous, on a la fibre optique, on se bombe le torse, on le dit chaque fois. Mais l'université qui est un centre de formation, on n'a pas le minimum. C'est grave. Vous ne pouvez pas passer un appel, être sûr que ce que vous dites est audible de l'autre côté. Donc je dis, il y a des secteurs dans lesquels on doit se concentrer parce que c'est des secteurs d'avenir qui permettent à un pays d'émerger. Francis Elojatali, est-ce que vous partagez les griefs émis par les uns et les autres sur ce plateau, notamment Paul-Marie et Alphonse? Pas du tout, pas du tout. Je crois que, d'abord, je commence par M. Moïse Soudé. Écoutez, dire que les députés ne lisent pas, c'est extrêmement grave. Surtout sur une matière aussi importante que la loi des finances. Vous savez que la session budgétaire, c'est une session délicate. Et vous avez vu comment est-ce que des séminaires ont été organisés au niveau des partis politiques pour que les députés soient suffisamment outillés afin de mieux comprendre. Ils peuvent ne pas tout comprendre, mais dire qu'ils ne lisent pas, c'est extrêmement grave. J'ai vu combien de fois, par exemple, les députés LD se sont investis pour voir dans les détails où est-ce qu'il faut attaquer le gouvernement. Et ils ont formulé plusieurs amendements. Il y a eu 38 au total. Bon, il y en a de même des députés de la mouvance. Donc, on dit qu'ils ne lisent pas, c'est extrêmement grave. Il faut que sur ce plateau, qu'on fasse beaucoup attention. Maintenant, au niveau de l'université. Les députés ont voté un texte. On s'est rendu là-bas, on a désigné 2 ou 3 députés. Je crois que c'est la loi sur l'avortement, où des gens nous ont avoué qu'ils n'ont pas lu le texte. Nous parlons de budget. Oui. Budget, c'est chiffre. Budget, c'est chiffre. Et c'est plus compliqué que les lois ordinaires. Non, mais écoutez, sur le budget, j'ai eu à échanger avec certains députés, par exemple. Je prends la 4e circonscription électorale. Vous avez suivi l'honorable Gounou Abdoulaye, qui a dit que depuis 1960, c'est la première fois que dans les 2 KP, c'est-à-dire Kérou, Kouandé, Péonko, il y a de grands chantiers routiers où on va bitumer des voies et des engins sont sur place, les travaux ont démarré. J'ai interrogé par exemple mon ami l'honorable Kamal, qui est le plus tonitruant en fait des démocrates au Parlement. Il est un peu peiné parce que tous les amendements qu'il a faits ont été intégrés. Mais il a voté contre. Mais il a dû sortir. C'est une population. Parce que c'est des députés ne voulant pas, en fait, contrer la directive de leur parti, ont été obligés de laisser des populations pour sortir. Maintenant, sur la question du budget lui-même, l'État entend poursuivre les travaux d'infrastructure. Sur les chantiers routiers, il y a 17 nouveaux chantiers qui seront ouverts. Prenons aspect par aspect, sur la question de l'éducation, l'enseignement technique, observez ce qui a été réservé pour ce volet dans le budget. On ne peut pas faire de développement sans mettre un point d'honneur sur l'enseignement technique. Et le chef de l'État, je crois, respecte ses engagements en cette matière. Le budget, en fait, est prévisionnel parce que c'est les intentions annoncées. Maintenant, on peut apprécier. Et ce gouvernement, je peux dire, sans me tromper, produit ce qu'on appelle les lois de règlement. Les comptes d'exécution des budgets, régulièrement. Par le passé, je sais de quoi je parle. Plusieurs gouvernements n'ont pas pu déposer à temps. C'est ce qui a fait que on a dit qu'il faut vite aller à la création de la Cour des comptes pour qu'on sache qu'est-ce qu'on fait de nos fonds. Puisque les partenaires techniques et financiers, les PTF, qui nous accompagnent, mettent des ressources de leurs citoyens à contribution pour aider les objectifs de développement de nos pays. Donc même les institutions qui sont catalysatrices des financements des PTF, notamment le Fonds monétaire, la Banque mondiale, l'AFD, la BAD, la Banque islamique de développement et autres structures bancaires accompagnent, mais ils sont regardants sur le dispositif institutionnel qui permet d'assurer une bonne gestion des ressources. Et les parlementaires sont là, parce que les parlementaires, en fait, c'est quoi? Le Parlement, c'est l'organe de représentation du peuple. Donc c'est le peuple qui observe, qui apprécie et qui donne mandat pour l'exécution, mais qui contrôle l'exécution. Donc dans ces conditions, quoi que ce budget, tel que c'est voté, et j'ai été heureux que l'honorable Rossi, il a dit sur un plateau qu'on ne peut pas faire de l'opposition systématique. S'il y a des initiatives qui sont d'intérêt national, il faut accompagner. D'accord, vous faites bien d'ouvrir donc la brèche, Francis Elojatali, tout pour évidemment analyser la dimension politique, au-delà de la dimension technique donc, du vote du budget. On va analyser également la dimension politique. Et je reste d'ailleurs avec vous. Qu'est-ce qui a motivé le choix justement de mettre l'honorable Léon Basile Arrossi à la direction donc, de la conduite des
des travaux en plénière. On rappelle que le président Louis Vlavonou, il est bien présent sur le territoire, son premier vice-président également, mais comment ça se fait que ce soit le deuxième vice-président qui se retrouve à diriger la séance? Écoutez, il y a une question de diplomatie. D'abord, on a dit qu'empêcher, parce qu'ils sont empêchés. Mais lorsqu'on veut lire, parce que pour l'expert que je suis, pour lire, vous savez que depuis un moment, parce que l'opposition a été absente pendant 4 ans au Parlement, depuis que l'opposition a fait son comeback à la faveur des élections du 8 janvier, l'opposition prend des positions. Et pour permettre à l'opposition d'avoir la possibilité de gérer une plénière, parce qu'on a dit évidemment qu'ils jouent les rôles de second rang. Maintenant, l'opposition a eu, je ne sais pas par quel mécanisme, par quelle chimie, puisque lui aussi, dans l'exercice, il a fait de petites fautes d'écolier. Mais Arossi n'est pas un petit politicien. C'est un grand politicien. Tout ce qu'il faisait là, ça parlait un peu de la comédie, de la taquinerie. Et ça a fait que ça a détendu l'atmosphère. J'ai beaucoup aimé. Vous pensez que la majorité présidentielle a vu venir et a désamorcé rapidement cette bombe en mettant Basile Arossi à la tête, à la direction des travaux? Je crois que c'est hautement politique. Et vous avez vu Arossi Basile, quand il a pris la parole, avant de passer la parole au président du groupe parlementaire du UPR, il dit UPR. Et l'autre dit non, vous avez mal prononcé parce que c'est UP le renouveau. Mais ils se sont taquinés. Et par la suite, comme ils ont fait des travaux préliminaires et qu'ils sont allés à la validation du rapport général, on ne peut pas valider le rapport général sur le budget. Et maintenant, pour le vote, on a lu article par article. Et puis après, on dit que les gens ont voté contre. Non, écoutez, il y a quand même une diplomatie qui a fonctionné. Et par rapport à ça, il y a des interrogations qui me sont parvenues. Je me suis dit, mais dans le contexte où... Des interrogations légitimes. Oui, mais écoutez, oui, parce que, écoutez, dans le contexte, il y a 3 contextes qu'il faut réfléchir. Les démocrates ont initié, par exemple, une loi d'amnistie au Parlement. On va, si vous permettez, vous êtes un peu en avance sur eux. Vous êtes un peu en avance sur le conducteur, tout ça est prévu. D'accord. Je vais venir à vous tout à l'heure. Alors, Paul-Marie Ouessou, il y a eu au total 38 amendements et 36 ont été intégrés. 38 pour ce qui concerne les amendements de la majorité comme de l'opposition. Et il y a eu 36 qui ont été intégrés à la loi de finances. Les députés de l'opposition ont activement participé aux travaux en commission. Ils ont d'ailleurs adopté le rapport général, mais ça se trouve subitement, ils se retrouvent en plénière et ils rejettent, ils votent contre le même budget sur lequel ils ont travaillé en commission, sur lequel ils ont apporté des amendements qui ont été annexés justement à la loi de finances. Bon, moi, je ne comprends pas cela. Je ne comprends pas cela et je commence à ne plus comprendre ce que nous appelons parti d'opposition, les démocrates au Bénin. Moi, je commence à ne plus les comprendre. Je commence à m'interroger sur leur capacité à apporter quelque chose de différent à ce qui se fait, parce que c'est très simple. Vous savez, ils sont allés en une réunion annuelle, vous vous rappelez, juste après avoir rencontré le président de la République, ils sont allés dans une réunion annuelle et ils ont fait un PTA, c'est-à-dire plan de travail annuel pour 2024. Je m'attendais à commencer à voir poindre un certain nombre de choses dans leur PTA. C'est-à-dire qu'en 2024, il faut commencer déjà à mettre en place le processus électoral. Il faut commencer à désigner qui va être candidat, qui va faire ceci. On n'a entendu rien de tout cela. Et ils se sont cramponnés à 3 points que j'ai entendu le président Yahibouni lire, à savoir qu'il faut restaurer la démocratie. Bon, moi, je ne sais pas ce que cette incantation-là veut dire, restaurer la démocratie. Ensuite, ils ont dit qu'il faut faire de sorte que les prisonniers puissent sortir de prison, etc., etc. Vous voyez, à peu près, pour moi, ces occasions sont des occasions où on affirme son identité de projet de société, où on affirme la direction qu'on veut donner au parti. Et moi, je n'ai vu rien de tout cela. Et vous voyez, donc, sa suite logique, c'est qu'on se retrouve à faire des amendements à un budget, amendement 38, prise en compte pour 36, et à dire maintenant on vote contre. Maintenant, une fois qu'on a dit cela et qu'on n'est pas d'accord du tout avec cela, on ne peut pas du tout alors être d'accord avec Arossi.
comme il semble dire, ce n'est pas de la blague, ce dont nous parlons là. Il a voté pour. Il a voté, lui pour le... Oui. Il est le seul qui a voté pour. Oui, bien sûr, mais il ne peut pas s'écarter de la ligne du parti. C'est de ça qu'il s'agit. Nous ne sommes plus dans un contexte où chacun fait ce qu'il veut. Vous l'avez constaté. Vous pensez que ça a été une dynamique de groupe et qu'il doit respecter la dynamique de groupe? Aucun membre de la mouvance, vous avez constaté avec moi, ne peut faire aujourd'hui quoi que ce soit en dehors de la ligne. Non, écoutez, il faut quand même qu'on s'explique là-dessus. Sinon, les gens disent qu'on les attaque. Parce que quand vous avez dit ça, vous avez apostrophé quelqu'un, il faut bien qu'on s'explique là-dessus. Bien, écoutez, le problème, c'est que depuis 2016, on ne se comporte plus dans un parti politique comme si on est libre de son mouvement. Et moi, je ne suis pas d'accord que les démocrates aient voté contre un budget pour lequel ils ont proposé des amendements qui ont été pris en compte, mais dans le même temps, je ne suis pas d'accord qu'un individu s'écarte de la ligne du parti. Mais s'il ne se retrouve pas dans la ligne que veut... Il ne s'écarte pas de la ligne du parti simplement à cause de la discipline du parti qui est imposée depuis désormais par rapport à un certain nombre de choses. Et il est important qu'ils le comprennent, parce que déjà on le soupçonne depuis longtemps, on le soupçonne de plusieurs choses, et vous voyez là... On le soupçonne de quoi? Écoutez, au moment où il fallait désigner les membres de la Cour constitutionnelle, il a été malade. Tout le monde le dit aujourd'hui, que cette maladie était imaginaire. Et comment on l'appelle? C'est imaginaire de Molière. Bon, je ne sais pas, moi. On a à Alphonse Moïse Soulier. Alphonse Moïse Soulier, est-ce que, justement, il y a eu beaucoup de supputations autour de ce vote, d'accord, de ce vote négatif des démocrates contre en ce qui concerne le budget de l'État? On soupçonne, même, il se susurre. On a d'ailleurs reçu Nekes Fayon ici samedi dernier dans un débat contradictoire avec Habib Ouroukoubou. Il disait que la consigne serait venue d'en haut, serait venue donc du président du parti, et que d'ailleurs certains députés qui ne se seraient pas de l'opposition, bien sûr, qui ne se sont pas retrouvés dans cette consigne, ont simplement claqué la porte, entre autres Kamal Ouassangari, dont parlait Francis Elojatade, et on a exigé d'eux des procurations parce qu'éventuellement ils ont montré une attitude récalcitrante, de réfractaire à la dynamique de groupe. Donc on veut s'assurer justement qu'ils vont voter contre, et on a exigé d'eux des procurations. Il ne pouvait en être autrement. J'ai dit sur ce plateau, on demande l'impossible aux députés du Parti des démocrates. Le peuple noir leur demande l'impossible. Et chaque fois, ils ont envie de prouver qu'ils sont de l'opposition. Moi, j'ai dit, dans un parti qui se respecte, tous ceux qui n'ont pas respecté la discipline de groupe, on doit les sanctionner. On doit les sanctionner, c'est la discipline de groupe. Je suis d'accord, ce n'est pas la première fois qu'on a soupçonné des gens de vouloir voter contre la décision du groupe. On a exigé de laisser des procurations de sortir de la salle. Donc je dis, la première des choses, il faudrait que les députés, les démocrates se prennent au sérieux, sinon le peuple béninois ne va plus les apprécier. Vous ne pouvez pas comprendre que vous avez fait des amendements, on les a pris en compte. Qu'est-ce qui vous a amené à voter contre? Deuxième chose, quand vous avez décidé de voter contre, tous les députés de la tendance de l'opposition doivent pouvoir voter contre. Parce que là, vous savez, j'ai dit ici que ce n'est pas pour rien qu'on a fait partie Éric Mouleté de la tête du Parti des démocrates. Quand on soupçonne, quand on a des suspicions sur un individu, ça pose problème. Tout ce qui se dit sur le député Akhossi, ça vient d'être confirmé. Attention, les autres qui sont partis, on leur dit, bon, on soupçonne que vous ne voulez pas voter, vous ne voulez pas suivre la dynamique du groupe. On a exigé. Oui, mais parce que peut-être ils ont fait preuve de lucidité. On peut aussi faire l'analyse dans ce sens. Mais justement, estimer qu'ils ont voulu être lucides en se disant on a fait des amendements, si vous permettez, en se disant on a fait des amendements, les amendements ont été intégrés à presque 90%, 95% éventuellement. Il ne serait pas logique que nous puissions voter contre un budget pour lequel nous avons fait des amendements qui ont été intégrés. Ils se sont fait prendre à leur propre piège. Cette dynamique de voter contre là a commencé depuis. Et il y a les propos de Éric Mouleté qui dit, qui explique ce vote contre des démocrates par le fait, il dit, je cite, nous avons noté beaucoup d'insatisfaction quant à la politique globale du gouvernement. Ces insatisfactions ne nous ont pas permis de voter pour ce budget et nous ne regrettons pas. C'est dire qu'en réalité, ce vote contre n'est pas forcément un vote contre le budget, mais un vote contre la politique du gouvernement. C'est clair. Et je dis, depuis le début de la législature, les démocrates sont restés dans une logique.
On a dénoncé ça ici, la politique de la chaise vide, on vote contre tout. Ils sont restés dans la dynamique. Ceux qui se disent aujourd'hui, qui jouent aux éclairés, ils étaient éclairés depuis. Mais ils ont accepté de suivre la discipline de groupe. Pourquoi aujourd'hui et maintenant ils décident de quitter le navire? C'est ça, c'est le problème, parce qu'ils devaient déjà dès le début. Est-ce que vous pensez dès qu'on a commencé par leur imposer ceux qui n'étaient pas en ligne droite avec leur conviction, ils devaient dire ah non, on n'est pas dans l'opposition pour voter contre tout ce qui vient du gouvernement. Est-ce que vous pensez que le parti est au bord de l'implosion? Ça va arriver. Parce que j'ai dit une chose, allez vous renseigner sur les conditions dans lesquelles les assises de Parakou se sont déroulées. Il faut vous demander comment a-t-on choisi Boni Yahi pour être à la tête. Donc ça pose déjà des problèmes. Alors quand on est initiateur d'un projet, vous avez commencé par en parler, d'un projet de loi sur, d'une proposition de loi, j'allais dire sur l'amnistie pour l'amnistie des personnes détenues ou qui se retrouvent dans les liens de la détention et qui sont dites, ces personnes bien sûr, prisonniers politiques ou exilés politiques. Quand on fait ce genre de proposition de loi et qu'on a besoin de la majorité, d'abord je veux dire de l'approbation de la majorité pour faire aboutir sa loi, est-ce qu'on stratégiquement c'est correct de voter contre un budget pour lequel vous avez fait des amendements? Mais avant de répondre à votre question, on n'a pas fait de rétropédalage si vous permettez. Deux petites choses. La première, c'est que nous sommes sur le terrain scientifique. Moi, je n'opine pas sur ce que racontent les gens. La rue. Non. Il faut opiner sur le factuel. Et je crois qu'on ne peut pas dire de façon péremptoire que Arossi Basile s'est trouvé malade spontanément. Moi, il fallait des études. Non, il faut quand même faire beaucoup attention. Maintenant, les députés, il ne faut pas les infantiliser. Non, c'est parce qu'il y a une directive. Lorsque vous aviez fait des amendements, je suis pas un député de la 9e, 10e circonscription électorale. Je suis de l'opposition. J'ai fait des amendements qui ont été tous intégrés, par exemple. Est-ce qu'il y a une raison que je vote contre? Par exemple, on dit que dans la 9e, il y a la question de l'eau. Vous savez que Dassa, Sabalou Banté, Glazoué, Savé, Ouessé, on souffre. Il y a les contraintes environnementales qu'il faut qu'on n'a pas l'eau. Maintenant, le gouvernement veut faire un barrage pour desservir, pour la desserte de l'eau. C'est ça qui fait que je crois que Nickel Fagnon est très content. Quand vous apprenez un truc comme ça, et que vous avez fait des amendements qui ont été intégrés, et vous votez contre, vous avez des problèmes à avoir vous-même. Votre conscience. Donc, il ne faut pas qu'on infantilise. Puisque les députés ont travaillé, et sur les 38 amendements, 36 ont été intégrés. Et quand on fait le calcul par une méthode quantitative, on en vient à 94 poussières, donc environ 95%. Ça veut dire qu'il n'y a pas de raison pour qu'on puisse voter contre. Et le ministre des Finances, Romain Doualin, a d'ailleurs affirmé qu'ils sont parvenus à un budget inclusif. Mais vous avez vu que même quand l'honorable Elie Ondete a pris la parole, il y a eu des réactions, au point qu'il a dû dire au président Arossi de dire à ses collègues d'être un peu courtois envers lui, d'être élégant. Bon, ça veut dire que c'était décontextualisé. Maintenant, revenons-en à la question de l'amnistie. Lorsqu'on a pris l'initiative d'une amnistie, j'ai évoqué 3 contextes précédemment. Le premier contexte, c'est que l'amnistie a été initiée par une minorité parlementaire. Vous n'êtes que 28 sur 109 députés au Parlement, dont 81 pour la majorité. Vous avez initié 82 diplomatie. Non, 81. D'accord. Ils sont 109. Donc c'est parce que Arossi Basile a voté dans le cadre du budget. D'accord, 81. Donc, vous avez initié 28 députés, une loi, dans une diplomatie boiteuse, parce que vous n'avez pas contacté les autres, et se reprochent, ils vous reprochent des choses, ils disent que non, mais vous auriez pu, dans une démarche inclusive, associer tout le monde pour que la loi d'amnistie soit portée par l'ensemble des députés. Ce n'est pas le cas. Le contexte de l'initiative, déjà, handicapait l'atteinte des résultats. Deuxième contexte, c'est que le 27 novembre, il y a eu une rencontre au Palais. À l'occasion d'échanges, entre autres sujets, les démocrates ont porté une doléance, c'est-à-dire la préoccupation liée à la situation des détenus politiques. Et vous avez vu la position du chef de l'État qui a une majorité au Parlement. Ce contexte aussi, a priori, ne permettra pas de faire aboutir la loi sur l'amnistie. Et le troisième contexte qui va handicaper et bloquer le projet, c'est le contexte du vote du budget. Donc, lorsqu'on recoupe ces 3 contextes, on se demande si les démocrates veulent vraiment faire aboutir le projet de loi sur l'amnistie, parce qu'il faut mettre en place une diplomatie parlementaire qui puisse nous permettre de conduire à terme l'initiative
de la loi d'amnistie, puisque l'amnistie, évidemment, vise à pacifier les sociétés ou les États qui ont été traversés par de graves crises, selon Nicole Dreyfus. Donc, il faut aller à l'amnistie si on veut vraiment pacifier et aller à l'unité nationale. Est-ce que vous pensez qu'ils ont tiré une balle dans les pieds avec ce vote contre? Mais oui, vous avez trouvé la meilleure expression, c'est que même ils ont choisi de se contraindre soit à l'ineptie ou à l'immobilisme. Comment interprétez-vous l'attitude des députés du Parti Les Démocrates qui ont voté contre le budget de l'État exercice 2024? Voilà la question que nous avons adressée à nos amis internautes qui, évidemment, ont été nombreux à réagir pour participer à ce débat, ce forum de discussion. Évidemment, ils ne peuvent malheureusement pas tous être cités. Stan Lincoln a fait un travail préparatoire pour nous ressortir la quintessence des avis postés sur la toile. Bonjour et bienvenue Stan. Bonjour Emmanuel Amégan, bonjour à tous. Vous serez avec nous cette semaine, le temps que Maurice Tantan nous revienne la semaine prochaine. Exactement. Et vous avez relayé pour nous les avis rassemblés? Bien sûr, beaucoup de réactions comme vous pouviez déjà l'imaginer. Ah oui, nos amis internautes regrettent le comportement, l'attitude des députés du Parti Les Démocrates. Ils auraient souhaité qu'ils fassent des propositions. D'autres, par contre, estiment que sûrement c'est pour des raisons politiques. Sinon, ils ont participé à l'élaboration de ce budget. Allez, c'est ce que nous allons voir à travers les avis que vous avez rassemblés pour nous. Exactement. Et la première réaction nous vient de notre ami Apédo Gandénion qui affirme « Nul n'est allé dans le sommeil avec celui qui a fait un rêve ». Ceci étant, personne ne peut les juger car les 10 députés de ce courant politique ont certainement leur raison de voter contre le budget de l'État exercice 2024. Je ne crois pas que c'est pour la première fois dans l'histoire politique du 229 depuis l'avènement de la démocratie que les députés d'un autre bord politique votent contre un budget. Donc, nous n'allons pas en faire une histoire en cherchant des poux sur la tête d'un cheveu. Non, insiste notre ami Apédo Gandénion. Maintenant, Claver Adaou croit avoir une idée de l'attitude des députés de l'opposition. Mais avant, il dit « Bonjour le plateau ». Je pense que c'est pour exprimer indirectement au président de la République la colère qui les anime suite au récent refus de leur demande de libération de certains acteurs de leurs camarades de lutte en prison. Bokor Roland Caliste en fait une autre analyse. Leur attitude, bien sûr, se justifie par le fait qu'ils ne veulent pas être associés à ce budget plébiscité comme ceux votés depuis quelques années. Dans ces conditions, un quelconque vote favorable des démocrates serait synonyme d'une cause. Ils sont dans leur rôle, estime notre ami. Attention, semble dire Bena Dohunhero, qui écrit « Il n'y a aucune interprétation à donner à cela, d'autant plus que nous sommes en démocratie et il s'agit ici d'un vote. Il peut y avoir des pour et des contre. Alors, les députés du Parti Les Démocrates ne sont pas censés voter forcément pour le budget de l'État. Agronome formateur regrette l'acte des députés de l'opposition. Bonjour, dit-il, pour ma part, je trouve que c'est quand même dommage. J'aurais préféré voir une opposition constructive qui donne des recommandations en même temps qu'elle s'oppose à une décision. C'est vrai que même sans eux, le budget sera adopté puisqu'ils sont en minorité, mais qu'ils arrêtent de faire les choses comme ça. S'ils veulent se faire voir bien aux yeux du peuple, alors qu'ils fassent mieux et proposent mieux que l'équipe en place. Youssouf Jibril pense que les démocrates perçoivent moins les enjeux actuels de développement. Ils se trompent de l'époque. Sans eux, le président de la République va continuer à exécuter le PAG. Parfait Zinvoedo analyse la situation et tire une conclusion. En tant qu'instance représentative du peuple, le Parlement est l'institution compétente pour veiller à ce que le budget opère la meilleure synthèse des besoins de la nation en tenant compte des ressources disponibles. Est-ce que le rejet dont on parle respecte ce concept? En somme, la mouvance ou l'opposition doit toujours mener des actions pour l'intérêt supérieur de la nation, conclut notre ami. Merci beaucoup à vous, Stan. Ils ont été très nombreux. On remarque bien sûr, on ne peut malheureusement pas citer tout le monde, évidemment.
évidemment. Merci. On se retrouve très prochainement par ici. Je suis 5 sur 7 matin. Allez, on en vient à présent au second sujet en débat. Désolé, docteur Wessou. Désolé. Je suis vraiment désolé. Ça n'arrive pas souvent. I'm sorry. Allez, on en vient au second sujet en débat pour le compte de ce forum de discussion. Il s'agit bien évidemment des grandes décisions issues du sommet de la CEDEAO qui s'est refermé ce dimanche. On va retrouver Osia Sounou et Osman de Tchakwe. Pour cet élément, on revient après pour en débattre. À quelques absences remarquables près à Abuja, celles des présidents ivoiriens, béninois et sénégalais, les dirigeants de la CEDEAO ont examiné le plan financier proposé par le Conseil des ministres face aux défis budgétaires de l'institution. Les dossiers économiques et sécuritaires n'ont a priori pas donné autant de fil à retordre que les sujets politiques. Sur le cas du Niger, très attendu, les négociations entreprises par le président togolais avec le leader de la junte nigérienne à Lomé 48 heures plus tôt laissaient présager d'une inflexion probable des sanctions. L'asphyxie économique étant redoutée pour les populations. Dans les discours, pas de plan précis, sinon des déclarations de principe, sauf cette exhortation du représentant des Nations Unies à dialoguer face aux drames humanitaires. Nous avons maintenu notre position ferme sur la tolérance zéro pour les changements anticonstitutionnels de régime dans notre communauté. Il y a l'imposition de sanctions positives qui pourraient poser aussi des difficultés. Je voudrais réitérer les impératifs pour notre région de continuer de se réengager contre le régime militaire. Il n'y a pas d'autre alternative. La présence du représentant de Bazoum, président renversé mais toujours légitime aux yeux de la CEDEAO, indique l'attachement non négociable de l'institution au régime démocratique. Illustration avec les vivas honorifiques accordés au président sortant du Libéria et les vives protestations clamées contre les velléités subversives en Sierra Leone et à Bissau. Pas donc de décision politique majeure à la fin du sommet, sinon la poursuite des négociations pour des transitions courtes, mandat confié au président togolais et sierra-léonais, appuyé par le dirigeant béninois. Et puis on a été rejoint sur le plateau par Morgan Asogba Metonji, il est consultant en géopolitique. Bonjour et bienvenue Morgan. Merci, bonjour. C'est un plateau qui ne vous est pas étranger puisque vous êtes généralement avec nous bien sûr pour opiner sur des questions d'actualité à l'international. Et on démarre justement par vous. On se rend compte finalement au sortir de ce sommet de la CEDEAO que l'institution n'infléchit pas pour autant, même si en tout cas on a commencé par revoir un peu le discours. Le discours a commencé progressivement par changer. C'est une observation qui est entièrement correcte. Ce qu'il faut surtout remarquer, c'est cette fois-ci la prise de conscience, si on peut le dire ainsi, du fait que les leaders putschistes sont considérés de facto comme dirigeant effectivement ces États et qu'il faille donc entamer un dialogue avec eux afin de trouver des solutions durables à cette situation de crise. Et donc il y a une ouverture qui est à féliciter, quand bien même on a quand même cet attachement aux principes et valeurs de la démocratie qui est aussi à féliciter. Maintenant, ce qu'il faut espérer, c'est par quelle alchimie, par quelle stratégie les dirigeants de la CEDEAO vont aller beaucoup plus dans le sens de la promotion de cette intégration qu'on leur connaît plutôt que cette désintégration qu'on a l'impression d'observer. Et puis la CEDEAO continue de considérer Mohamed Bazoum comme président légitime du Niger et évidemment pour l'instant ça fait 2 mois que sa famille dit ne plus avoir de nouvelles de lui. On continue quand même de le considérer comme, on exige d'ailleurs sa libération, alors qu'un président non démissionnaire, mais en exil, peut constituer un vrai danger pour les putschistes. Est-ce que dans ces conditions, il y a des chances de voir la libération actée de Mohamed Bazoum? La libération sera actée si d'aventure la CEDEAO revenait sur cette façon officielle de continuer à dénier ce qui est factuel. Parce qu'une chose est factuelle, c'est que le président Bazoum n'est plus en position de diriger le Niger. Et de l'autre côté, vous avez le fait qu'il est appelé à quand même retrouver un ensemble de ses droits qui sont tout à fait légitimes. Et donc s'il faille négocier, comme la CEDEAO est en train de le dire, la libération
libération du président Bazoum et une possibilité d'exil de ce dernier avec toute sa famille afin d'assurer son intégrité. Il faudra revoir aussi sa position officielle par rapport à certains aspects, dont celui de la nécessité de démissionner du président Bazoum afin de permettre au leadership du Niger d'entamer des relations assez constructives, pas avec toute la scène internationale, parce qu'on sait que les États-Unis ont pris les devants et du moins entretiennent aujourd'hui des relations officielles acceptées par la scène internationale et d'autres partenaires. Donc il s'agit ici là de rendre effective cette volonté des États membres de la CEDEAO à vouloir collaborer avec les leaders du Niger. Et au niveau de la CEDEAO, on a constaté aussi que le Togo a pris les devants et discute de façon plus ou moins officielle déjà avec le Niger de l'autre côté. Et puis les sanctions, la CEDEAO ne lève pas les sanctions vis-à-vis du Niger et des autres régimes poutistes également. Est-ce que l'institution est dans le déni finalement? Un autre comportement effectivement qui remet en cause cette volonté que la CEDEAO ne fait que marteler d'entamer le dialogue. En technique de négociation, il y a des concessions à faire. Et quand vous regardez le cas pratique, il y a une initiative déjà d'intégration qui se fait au niveau des États du Sahel concernés par ces sanctions. Et si la CEDEAO veut rendre effective cette volonté de dialoguer, il faudra nécessairement revoir aussi cette question des sanctions, même si la Cour de justice de la CEDEAO récemment a décidé de rejeter la requête du Niger, de ne même pas prendre connaissance de cette requête en utilisant un argument qui laisse aussi à désirer, puisque la Cour dit que ces leaders ne sont pas reconnus comme étant les dirigeants du Niger parce qu'il y a des principes de démocratie qui sont violés. Très bien. Alors Francis Elojatale, on apprend que 3 présidents ont été missionnés pour évidemment aller négocier avec le Niger la libération de Mohamed Bazoum. Il s'agit entre autres du président béninois Patrice Talon, du président togolais Faure Zima Yassingbe et bien sûr du président sierra-léonais Ernest Madabio, Ernest Baïkourma, c'est l'ancien, Julius Madabio, le président élu récemment de la Sierra-Léone. Non mais écoutez, je vais d'abord saluer la cohérence, la pertinence des analyses de mon frère et ami Morgan, mais il y a quand même du point de vue de la finesse quelques aspects qu'il faut relever. Au niveau du Mali, le cas du Mali, il y a eu levé quand même des sanctions sur les voyages. Désormais, je crois que Choguel et puis Assimi Goïta pourront voyager. Donc c'est une avancée qu'il faut saluer. Ça veut dire que les chefs d'État et le gouvernement de la CEDEAO, à l'occasion de cette 64e assemblée, ont vu juste et ont pris évidemment des initiatives qui sont salutaires, notamment en ce qui concerne le Mali. Sur le cas du Niger, on attendait évidemment qu'il y ait, à défaut d'aller à la levée pure et simple, qu'on ait un allègement. On n'a pas eu cet assouplissement. Certainement parce qu'il veut d'abord entamer de nouvelles discussions diplomatiques avec les dirigeants, les autorités militaires. Et puis le comité électoral que vous évoquez, c'est-à-dire constitué de président togolais, qui est quand même l'épicentre parce que il est fréquentable, davantage plus fréquentable de par sa posture dans la gestion de la crise avec le Niger. Donc c'est bien que ce soit autour de lui qu'on mette le président sierra-léonais et le président béninois, Patrice Talon, pour aller négocier de la courte feuille de route, puis de la libération du président qui est encore séquestré avec sa famille et certains de ses associés, et aller voir comment est-ce qu'il faut aller à la normalisation des relations pour le retour de l'ordre constitutionnel. Je crois que cette feuille de route, cette mission assignée au comité des 3 chefs d'État sera bien portée dès lors qu'il y a le président Faure Yassingbe à l'intérieur. Et je nourris l'espoir qu'à l'issue des échanges, qu'on aille vite à l'allègement des mesures. Parce que vous savez que depuis le 26 juillet 2023, le Niger est entré en crise, pratiquement entré en crise. Donc il faut qu'on fasse la levée et qu'au-delà de tout ça, qu'on envisage un programme de coaching des dirigeants dans l'espace CEDEAO pour permettre de stabiliser davantage les institutions et surtout respecter le principe du protocole de bonne gouvernance
et de démocratie. D'accord. Alors, Paul-Marie Ouessou, selon une source togolaise, le général Tiani serait prêt donc à discuter de la transition et de la situation de Bazoum. C'est déjà ça, donc, des avancées qu'on peut noter. Ben, c'est pour dire quoi? Moi, je ne sais pas. Le général Tiani était au Togo. Sorry. Le général Tiani était au Togo avant le sommet. On ne sait pas ce qu'ils se sont dit, mais ce qui est sûr, vous savez, moi, je crois que la CEDEAO joue à un mauvais jeu, quel que soit ce que l'on dit, ceux qui disent agir au nom de la CEDEAO, qui violent allègrement les règles de la CEDEAO, et ceux qui veulent punir, qui aussi ont violé les règles de la CEDEAO. Moi, je ne sais pas à quoi joue la CEDEAO, mais ce qui est sûr, au bout du processus, le phénomène politique, et je veux dire géopolitique et politique et économique qui est en cours dans le Sahel, si on ne sait pas faire, va vider la CEDEAO de son contenu. Et le Niger, on peut vouloir toujours sanctionner le Niger, faire venir des représentants de Bazoum au sommet de la CEDEAO, des comédies comme ça, on peut les faire. Mais la réalité, elle est celle-ci, elle est que le Niger est rentré dans un mode de résilience et le Niger va s'en sortir, quel que soit ce que l'on dit avec ce qu'on appelle comme sanction contre le Niger. Et le Niger risque, en relation avec le Mali et le Burkina Faso, de faire de sorte que la CEDEAO n'ait pas grande importance dans ce qu'ils appellent leur existence. Rappelez-vous, il a parlé d'on a levé les sanctions sur, les sanctions sur les voyages. En fait, Abdoulaye, comment il s'appelle, Diop, et puis tous les autres du Mali n'avaient pas besoin de la CEDEAO pour voyager, sauf pour venir au Bénin ou pour aller ailleurs. Donc, écoutez, c'est très important de l'expliquer. Je ne sais pas, mais aujourd'hui, j'ai l'impression que... Il faut aller vite, il faut aller vite. Bon, écoutez, allez, on y va. C'est un peu frustré. Non, je me sens frustré un peu, parce que je n'arrive pas à expliquer ce que je vais expliquer. Dans toute son étendue. Donc, il faut... Désolé, on a encore quelques invités à recevoir avant la fin de cette émission, mais rassurez-vous et tenez-vous tranquille. Vous êtes compris dans évidemment, votre message est entendu et compris. Alors, Alphonse Moïse Soudé, le président nigérien Ahmed Bola Tinubu a qualifié l'Alliance des États du Sahel, donc il estime que c'est une alliance fantôme qui semble destinée à détourner l'attention donc de ce qu'il appelle notre quête mutuelle de démocratie et de bonne gouvernance, alors que l'AES semble déjà très loin. Ils sont les premiers à avoir claqué la porte du G5 Sahel. Le Nigérian n'a qu'à continuer de dire ce qu'il dit là, et on verra la suite. La CEDEAO devait obliger Bazoum à démissionner. Non, on a encore obligé. Pourquoi la CEDEAO n'oblige pas Bazoum à démissionner? Ce serait contre les tests de l'institution. Ah, d'accord. Mais la CEDEAO permet aux gens de tripatouiller les tests. D'accord, très bien. Morgan Assoba, mettons dit, l'AES aujourd'hui semble très loin. Ils ont été les premiers à claquer la porte donc, de la force du G5 Sahel dont la mort a été officiellement prononcée la semaine dernière avec le retrait donc, de la Mauritanie et du Tchad qui étaient les deux seuls rescapés après le retrait d'abord du Mali, ensuite du Niger et bien évidemment du Burkina Faso. Donc on se rend compte qu'ils sont allés créer leur alliance pour combattre ensemble le terrorisme et pour créer un espace commun, semble-t-il, parallèle à la CEDEAO. Oui, c'est une évidence ce que vous venez de dire et j'ai bien envie de croire que le président en exercice de la CEDEAO parle de cette alliance de façon simplement verbale dans ce qu'il dit, mais pas de façon profonde. Vous pensez qu'il avance ses propos avec beaucoup de désinvolture? Pas de désinvolture, mais qu'il essaye de suivre la politique officielle de la CEDEAO, qui n'est pas forcément la politique officieuse. Je veux croire que les experts de la CEDEAO savent que l'Alliance des États du Sahel est une menace profonde pour le processus d'intégration de la CEDEAO et qu'il faille donc mener des démarches. Et lorsque vous regardez aujourd'hui la position plus ou moins relativement souple de la CEDEAO, elle est consciente de la menace que représente cette alliance-là qui est fondée sur une sorte de résilience que
les 3 pays du Sahel ont développé, et mieux, on commence à noter de façon plus ou moins relative aussi des avancées sur le plan de la sécurité. Maintenant, la question qu'on devrait se poser, qui pourrait déterminer le succès total ou non de cette alliance, c'est les partenaires stratégiques qui vont soutenir cette alliance. Et de ce côté aussi, vous voyez des choses assez intéressantes qui se développent. Donc je pense que la CEDEAO peut-être est en train d'afficher une certaine tendance donnée, mais que dans le fond, prend les initiatives nécessaires pour que cela ne devienne pas un arrêt d'existence de la CEDEAO. Merci beaucoup à vous, Morgana Sogba-Metondi, consultant en géopolitique. Merci également à vous, Francis Lejatalier. Merci, Dr. Paul Mahé-Wessou. Vraiment désolé pour aujourd'hui. Ça a été justement un peu chaud. On est allé un peu comme sur des chapeaux de roue pour pouvoir optimiser et donner la parole à presque tout le monde, évidemment. Merci à vous aussi, Alphonse Maurice-Soulé. Merci d'être passé sur 5 sur 7 matin. J'espère, docteur, vous retrouver lundi prochain. Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème, j'espère. En tout cas, le rendez-vous est déjà pris. Et je sais que ce sont des impondérables donc liés, bien évidemment, à la gestion du direct et surtout à la gestion du temps.